Encore une fois, un bon chapitre de Kingdom. Hara est vraiment en train de nous proposer des très bons scans ces derniers temps et ça fait vraiment plaisir après cette guerre qui n'a vraiment pas fait l'unanimité. On a encore une fois un chapitre assez dense où il se passe plusieurs choses, dont certaines très intéressantes, comme le fait que Hussein connaisse la faiblesse de Riboku et qu'il est sûr à 100% de le vaincre. On parlera de ça bien en détail dans la vidéo, mais j'ai quelques idées sur ce que c'est. Et j'ai aussi pas mal de critiques à faire à Hussein. On revoit aussi l'unité Aishin au complet et ça fait vraiment plaisir. Dans un an, ils vont partir en guerre, et ça sera sans doute dans quelques chapitres. Il y a aussi un petit passage avec le prince de Yan, et ça, il ne vaut mieux pas passer à côté, car ça risque d'être très important dans la suite de l'œuvre. Avant que la vidéo commence, like-la, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et ça aide énormément la chaîne. Merci, et abonne-toi. Il y aura d'ailleurs peut-être une vidéo ce week-end, mais c'est pas encore sûr. Étant donné que je me suis fait opérer le week-end dernier, c'est assez difficile d'écrire des vidéos et de le monter, donc c'est pas sûr que la vidéo soit prête à temps. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. Sur ce, commençons. On se rend compte que toute la capitale de Qin est en mouvement et est complètement troublée, car la politique de création d'un registre familial avec chaque citoyen de Qin a été créée. Mais ce n'est pas ça qui les trouble le plus. Ce qui les trouble le plus, c'est le temps qu'ils ont pour le faire. Car la cour royale avait décidé que cela devait être terminé d'ici l'été prochain. On se rend compte à quel point Shuai-kun a créé un plan vraiment difficile à mettre en place. Qin doit déjà dépenser énormément d'argent pour gérer l'indemnisation du Nord. Il fallait que Shuai-kun trouve un plan pour dépenser encore plus d'argent. Ils ont déjà dépassé ce qui était inscrit dans le registre des comptes pour ce mois et commencent à empiéter sur le prochain. Même la main d'œuvre devient plus chère. Mais malgré toutes ces difficultés, Shubun-kun tient à rappeler qu'il ne faut pas se plaindre, car c'est le seul chemin possible que Shuai-kun a trouvé. Qin était au bord de l'échec, le plan pour l'unification était voué à être un échec. Mais Shuai-kun a réussi à trouver un nouveau chemin vers l'unification. Il faut alors tout mettre en place pour y accéder. Shuai-kun a réussi à donner de l'espoir à tous les habitants de Qin, en tout cas à tous ceux de la capitale, qui rêvent de l'unification de la Chine. Rishi est vraiment en train de donner tout ce qu'il a pour mettre en place ce plan. Il sait que parmi les 3 piliers imaginés par Shuai-kun, 2 sont militaires et 1 est civil. Et c'est sur celui-là qu'il travaille. Il va alors tout mettre en place pour réussir. Il doit aussi créer une loi sur la conscription obligatoire. J'ai vraiment hâte de voir comment ce projet va être avancé. Ce qui m'intéresse le plus dans les réformes, ça va être la réaction des habitants de Qin qui vont être forcés d'aller sur le champ de bataille. Suite à cela, les fonctionnaires civils passeront les 12 prochains mois à travailler sans laisser. Et au milieu de tout ça, un gros problème survint. Yan avait commencé des négociations avec Qin pour former une alliance, et pour cette raison avait envoyé son prince héritier à la cour royale de Qin pour servir d'otage. Ce prince héritier a soudainement décidé de retourner dans son pays sans autorisation. Cet événement entraînerait dans les années ultérieures une complication majeure entre les deux pays. Mais à l'heure actuelle, avec la cour royale et tout Kanyu dans le désarroi complet, l'évasion du prince héritier de Yan n'était pas considérée comme une grosse affaire. Je pense que tout ça va être très important dans le futur de l'œuvre, mais j'ai du mal à savoir pourquoi il l'a mis maintenant et pourquoi nous parler de ça. Dans le scan 673, le roi de Yan parle justement de ce prince. Il nous dit que dans son enfance, lorsqu'ils étaient pris en otage à Zhao, lui et le roi de Qin, Sei, étaient des connaissances. Et justement, comme c'est des connaissances, je pensais que Sei et lui allaient parler, mais au final il est juste resté à Kanyu, puis est parti sans aucune autorisation. J'ai du mal à savoir quelles conséquences cela peut avoir, car Qin n'a pas vraiment l'air de s'en être rendu compte, c'est que c'était pas non plus d'une si grande importance que ça. De toute façon, dans le futur de l'œuvre, Qin va forcément attaquer Yan pour pouvoir unifier la Chine. Donc certes, ça donnera peut-être une raison à Qin de les attaquer, mais dans tous les cas, c'est ce qu'il comptait faire. Et comment Hara a l'air d'en parler, ça a l'air plus profond que ça. Mais j'ai vraiment du mal à savoir ce que c'est exactement. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Peut-être qu'il a réussi à tirer certaines informations importantes, étant donné qu'il est resté un petit moment à Kanyu. Et on sait qu'il comptait faire une alliance avec Qin comme il a pu le dire. Mais étant donné que Qin ne lui a donné aucune importance, peut-être que Yan va justement essayer de se forger une alliance avec un autre état pour pouvoir attaquer Qin dans la suite de l'œuvre. Ou bien quand Yan se fera attaquer, il demandera de l'aide à un autre pays pour pouvoir repousser Qin. D'ailleurs aussi ce qu'il faut soulever, c'est que Yan comptait faire une alliance avec Qin. Mais pour quelle raison? Peut-être que Yan va justement attaquer Zhao dans les années à venir. Et ça sera très important pour Qin. Ça leur permettrait d'avoir le temps de bien se concentrer sur Wei et sur Han, et ne pas mettre énormément de force du côté des frontières de Zhao, car elles seront attaquées vers le nord à cause de Yan. Bref, maintenant parlons de la partie la plus intéressante du chapitre. Le moment avec Hussein. On y voit le retour de Shiryu et Suhu dans l'armée d'Hussein. Il pensait d'ailleurs se faire punir pour avoir quitté l'armée sans avoir demandé, mais en quelques mots à peine, Hussein lui a pardonné et l'a réinstallé à son ancien poste. Et déjà j'ai un peu du mal avec ça. On était énormément à penser que la guerre était finie pour eux et qu'ils allaient partir à deux, s'exiler et qu'ils allaient profiter de leur vie ensemble.
Déjà Shiryu, j'ai vraiment du mal à la revoir sur un champ de bataille. Elle a perdu sa main, donc ça risque d'être vraiment compliqué. À voir comment Hara va gérer ça. Et pour Su'u, j'ai aussi du mal, car certes c'est un homme vraiment fidèle et ça m'étonne pas qu'il soit revenu auprès d'Usen, mais bon, ça veut dire qu'elle va refaire la guerre à Zao, et notamment contre Seika, et du coup, contre Kansaro, l'homme qui a sauvé sa femme d'une mort certaine, alors qu'elle venait de tuer son meilleur ami. Il aura même épargné la vie de Su'u quand elle s'était rendue à lui. J'aurais vraiment du mal à voir Su'u se battre contre ces derniers après tout ce qu'ils ont fait pour lui, pour aucune raison. Kansaro l'a sauvé lui parce qu'il avait énormément de fierté et d'honneur. Si justement il revenait vers lui pour tuer Seika, je me demande où se trouverait son honneur et sa fierté, après tout ça. Su'u et Usen parlèrent ensuite de tout ce qui est en train de se passer dans le pays, que ce soit la création du registre familial, les réformes militaires, ou même les unités Gyuku'u, Gakuka et Aishin qui auront maintenant 50 000 hommes chacun ou plus, assignés à des lieux importants. Et franchement, le voir dire qu'ils sont aux portes d'être grand général, ça me fait vraiment frissonner. On se rend compte que l'étape ultime est bientôt arrivée. Shinshu, expliquant ensuite que s'ils avaient perdu, c'est à cause de la puissance de Seika, était resté caché, à cause de la manipulation d'informations de Riboku. Que maintenant, avec les plaines de Sukai, ça fait maintenant une victoire et une défaite. La prochaine confrontation décidera de qui est supérieur, et il y a 80 ou 90% de chances que Messire Usen gagne. Et c'est là que ce dernier répondit que non, il y a une certitude à 100% dans laquelle il va gagner. Et on est nombreux à penser qu'il bluffe. Même lui le dit à Su'u, car ce dernier pense qu'il bluffe. Mais non, il est sûr à 100% de vaincre Riboku, et il peut le faire autant de fois qu'il le veut, car Riboku possède une énorme faiblesse. Et si Usen l'exploite, il le tuera facilement. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir fait? Ce dernier se justifia de la façon suivante. Parce que j'avais calculé que je gagnerais, sans même exploiter sa faiblesse, si je l'affrontais dans un combat direct, et une fois que j'aurais gagné, j'avais l'intention soit de lui prendre la tête, soit de le prendre à mon service. Et franchement, l'entendre dire ça, ça me dégoûte au plus haut point. Ça veut dire que Haku et Denribi sont tous les deux morts pour rien, ainsi que ces 100 000 hommes ou plus sont morts pour des raisons aussi futiles qu'ils n'avaient pas envie d'exploiter la faiblesse de Riboku. Et ça me dégoûte vraiment de la part d'Usen, un homme qui est censé être le plus intelligent de Chine. Puis la manière qu'il a de parler alors qu'il vient de prendre une énorme fessée de la part de Riboku, ça me rend vraiment fou. D'un côté, je suis content qu'il soit aussi confiant pour le match retour, mais d'un autre côté, ça m'énerve vraiment qu'il ouvre autant sa bouche après s'être pris une fessée comme ça. Même lui le dit, il n'y a rien de plus pathétique qu'un perdant éloquent. Ça veut dire que si Usen n'avait pas été arrogant et avait sous-estimé la puissance de Seika, actuellement, Kin aurait sans doute pris Zao, ou en tout cas, au moins, la tête de Riboku. Si Sei était au courant de tout ça, il devrait vraiment prendre la tête d'Usen, car là, c'est une catastrophe qu'il a fait au pays. De une, il a perdu ses deux meilleurs généraux, et en plus, il a perdu une armée de plus de 100 000 soldats. C'est vraiment une honte. La plus grosse humiliation de Chine. Il a vraiment intérêt à se rattraper et à nous sortir un plan digne de ce nom. À une époque, j'aurais eu 100% confiance en lui. J'aurais dit ok, Usen, s'il est sûr à 100% de gagner, il va gagner à 100%. Mais après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, je commence vraiment à douter de lui. Même si au fond de moi, je sens que son plan va être incroyable et qu'il va réussir à battre Riboku. Bon, maintenant, parlons de la fameuse faiblesse de Riboku. Quelle est-elle ? Et à ça, j'ai plusieurs hypothèses, dont certaines qui s'avèrent assez probables, et c'est justement pour ça qu'Usen n'a pas voulu l'utiliser. Et la première, et la plus probable selon moi, est son gouvernement. Je m'explique. Depuis le début de l'œuvre, ceux qui mettent le plus le bâton dans les roues à Riboku, c'est son propre état. Que ce soit Kakukai ou son ancien roi, tout le monde essaie de le faire tomber. On a encore une fois pu le voir dans les scans récents. Kakukai est prêt à tout pour éliminer Riboku. Et on ne sait pas encore exactement ce que pense le roi de Zao de Riboku. Mais après son énorme popularité, il y a des chances que le roi déteste Riboku, à voir ce qu'il va penser de lui. Mais Usen, ayant le bras long, va peut-être essayer de profiter de tout ça. Il pourrait potentiellement faire une alliance avec Kakukai pour faire tomber ce dernier, les deux voulant absolument la mort de Riboku. Je pense que Kakukai serait prêt à aller jusque là. En tout cas, une chose est sûre, la cour royale de Zao est l'une des plus grosses faiblesses de Riboku. Et si le plan d'Usen a un rapport avec ça, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas voulu l'utiliser, car ça paraît assez lâche de se servir de ça, et il aurait aimé vouloir battre Riboku sur le champ de bataille. La deuxième raison pourrait être la bonté de Riboku. On sait qu'il aime énormément son pays et ses habitants, il sera alors prêt à tout pour eux. Usen pourra alors en prendre en otage pour faire capituler Riboku, que ce soit des civils, ou bien des soldats à lui, ou pourquoi pas même Kane, ou des soldats vraiment proches de lui. Il pourrait commencer à prendre énormément de personnes en otage et essayer de faire chanter Riboku. Encore une fois, ça serait l'une des raisons pour laquelle il n'avait pas envie d'utiliser cette stratégie car elle paraît assez lâche et qu'il aurait préféré battre cet homme autrement. Ma dernière hypothèse serait que vu que Riboku est un génie de la manipulation d'informations
essayer de se mettre à lui donner des fausses informations ou répandre des mauvaises rumeurs afin de le battre. Ou bien maintenant qu'il a plus aucune carte en main, ça devrait être plus simple de le battre. Mais bon, ça me paraît d'être très loin d'une stratégie à 100% de chance de fonctionner, donc je ne pense pas qu'Hussein pense à ça. Je pense vraiment que les stratégies qu'il compte faire n'ont rien à voir avec le champ de bataille. Et c'est pour ça qu'il ne les a pas utilisées en premier lieu, car il voulait battre Riboku de manière propre et honnête. En tout cas, si c'est ça le plan d'Hussein, on se rend vraiment compte à quel point Riboku est un génie stratégique. Le seul moyen de le battre serait en fait de le battre en dehors des champs de bataille, ou en tout cas pour être sûr à 100% de le battre. Après peut-être qu'Hussein a un autre plan que ça et qu'il va vraiment battre à 100% Riboku sur un champ de bataille, mais ça m'étonnerait fortement. Mais bon, ça pourrait vraiment me plaire si c'est ça, car voir Hussein battre Riboku avec un plan propre et honnête sur un champ de bataille, je donnerais vraiment tout pour voir ça, et ça redorerait son blason. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez des idées sur la potentielle faiblesse de Riboku, ça m'intéresse vraiment, et j'ai envie d'en débattre avec vous en commentaire. Même si bon, je risque d'avoir du mal à vous répondre étant donné qu'actuellement j'ai plus qu'une seule main de disponible. Pour finir ce chapitre, on se dirige vers l'unité Aishin, et ça fait vraiment plaisir de les revoir. On a d'ailleurs N qui est complètement étonné d'être un commandant de 5000 hommes, comme d'ailleurs énormément de lecteurs. Même lui dit qu'il n'a rien accompli, il n'a jamais pris la tête d'un commandant ni accompli quelque chose. Ça n'a pas de sens qu'il soit commandant de 5000 hommes, alors que Shin lui a dû traverser tellement de choses pour en arriver là, il a tué je ne sais combien de généraux, mais Shin lui dit qu'il avait tout faux. S'il n'avait vraiment rien fait, il ne serait pas commandant de 5000 hommes en ce moment même. L'unité Aishin tue en place car tu as gardé le cap à ma place. Il a été à l'écoute des nouveaux arrivants, mais aussi avec les troupes régulières, il les a parfois même grondés pour les garder sur le droit chemin. Il a été partout pour lui assurer que cette unité ne disperse pas aux quatre vents. N fait un énorme travail en coulisses auquel Shin est nul. En vérité, c'est lui qui a soutenu l'unité Aishin tout ce temps. Et c'est une réussite que personne d'autre n'a. C'est pour ça qu'il est commandant de 5000 hommes. Alors bon, certes j'ai l'impression que Shin abuse un peu sur les éloges, mais c'est vrai qu'après avoir réfléchi, il mérite quand même sa place de commandant de 5000 hommes. Bien que, il y ait peut-être des hommes dans l'unité Aishin qui méritent plus que lui. Mais lui, il a vraiment cette place de vétéran, qui est prêt à tout pour la Aishin et qui est là à donner des conseils à tout le monde. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas lui retirer. Ils apprennent aussi que Kyukai est devenu général. Mais bon, ça c'est assez banal pour tout le monde, car tout le monde s'en doutait. C'est assez évident qu'après tout ce qu'elle a fait depuis le début du manga, elle soit générale. Même elle n'est pas particulièrement étonnée, et dit justement que son aventure pour devenir un grand général sous les cieux commence enfin. Et ça fait plaisir de la voir dire des choses comme ça. J'espère vraiment qu'Ara va la remettre sur le devant de la scène durant la conquête de Han, ainsi que plein d'autres hommes de l'unité Aishin. C'est le moment ou jamais de faire tout ça. Car justement, Tien dit quelque chose de très intéressant. L'unité arrive à un point où certains des généraux commencent à sortir de ses rangs, ce qui signifie que l'unité Aishin aura bien d'autres généraux. Et pour l'instant sur la liste, c'est N ou Sosui. Pour vous dire, le niveau est assez faible. Mais si personne dans l'unité a le niveau pour être un général, ça sera alors à Kanyu d'envoyer des généraux d'ailleurs, pour aider l'unité Aishin. Mais bon, bien que ça serait très intéressant, j'aimerais vraiment que les prochains généraux de la Aishin sortent justement de cette même unité. Mais bon, comme le dit Shin, en comparaison avec quelqu'un comme Haku, N ou Sosui paraissent vraiment très faibles et ridicules. Et c'est pour ça qu'il serait temps à Ara de vraiment se concentrer sur l'unité Aishin et faire briller les nombreux talents qu'elle possède. Et la conquête de Han se basera justement sur ça. En tout cas, je l'espère vraiment. On se rend compte d'ailleurs que la conquête de Han est une information gardée secrète par Shin. Aucun de ces hommes ne sont au courant de ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ils savent juste qu'il va y avoir une guerre. Ils disent que la guerre sera l'année prochaine, je pense qu'elle commencera dans quelques scans. À tout moment, elle commence même dans le prochain scan. Le scan se finit d'ailleurs sur Shin, qui est en train de regarder l'horizon, en disant qu'avec ses mains, il va détruire Han. Et il commence peut-être à réaliser ce que correspond détruire un état, car c'est vraiment quelque chose de conséquent ce qu'il va faire. J'ai hâte de voir ses futures réflexions sur tout ça. La vidéo touche à sa fin, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, ça me soutient énormément, et abonnez-vous. Vous pouvez d'ailleurs venir sur Discord, on est nombreux là-bas à parler de Kingdom. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.